Bonjour, bienvenue à la librairie de l'éducation de Réseau Canopé. On va aujourd'hui parler de relations entre l'école et les familles et plus largement de coéducation. On définira ça avec Catherine Urtic-Delattre qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, donc vous êtes chargée d'études à l'Institut français de l'éducation. Vous avez été auparavant enseignante en école maternelle, en école élémentaire et puis directrice de maternelle, et vous avez une longue expérience de ce qu'est la coéducation et des relations avec tous les acteurs locaux, associatifs de l'éducation. Vous nous en parlerez. Nous sommes aussi également avec Chloé Riban. Bonjour Chloé. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes contributrice dans l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Donc cet ouvrage, c'est Coéducation des clés pour une responsabilité partagée. C'est un ouvrage paru aux éditions de Réseau Canopé en partenariat avec l'IFE, donc l'Institut français de l'éducation, dont le directeur adjoint d'ailleurs est parmi nous et on le remercie de sa présence. C'est un partenariat donc autour de cette question très importante qui croise un certain nombre de thématiques sur lesquelles Réseau Canopé travaille actuellement, donc la relation entre l'école et les familles, mais aussi les thématiques du bien-être, du climat scolaire, de la lutte contre le décrochage. Et on parlera en fin d'intervention des différentes ressources aussi qui existent aussi bien au sein de l'IFE qu'au sein de Réseau Canopé et aussi du DU Cootopia. Voilà, donc on va vous proposer un échange sous forme de table ronde avec donc Catherine, Chloé et puis aussi 3 contributrices de cet ouvrage qui vont nous parler brièvement de leur expérience, et puis ça sera suivi donc d'un échange, et donc on vous invitera à poser vos questions et à nous faire aussi vos remarques, vous peut-être partager aussi des expériences. Donc cet ouvrage coordonné par vous, Catherine, mais avec de nombreux contributeurs et contributrices. Alors peut-être pour commencer, c'est pas le premier que vous écrivez sur ce sujet. Pourquoi celui-ci à ce moment-là? Où on en est finalement peut-être sur cette question après une période de continuité pédagogique? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que finalement on est revenu à une situation antérieure? Enfin, dites-nous un petit peu pourquoi est-ce que vous avez voulu dire dans cet ouvrage? Oui, alors effectivement, le précédent ouvrage que j'ai publié sur la question, c'était un ouvrage qui relatait ma propre expérience de directrice d'école maternelle, donc avec la réflexion que j'avais eue et les dispositifs que j'avais mis en place dans cette école. Et puis après cette publication, je suis devenue effectivement chargée d'études à l'Institut français de l'éducation, où j'ai mené un certain nombre de travaux en partenariat, de formations qui m'ont permis de nouer beaucoup de contacts, certains que j'avais avant, mais aussi beaucoup sur ce poste-là. Et ce qui fait que quand Stéphanie Bégian m'a proposé la coordination de cet ouvrage avec vous, Hélène, j'ai trouvé très intéressant effectivement la façon dont l'ouvrage était conçu, avec d'un côté apport théorique, puisque aussi à l'Institut français d'éducation on a beaucoup de liaisons avec les chercheurs, le côté donc clarification des concepts, et puis surtout la large ouverture aux acteurs de terrain. Donc ça m'a semblé vraiment très intéressant effectivement de pouvoir mobiliser un réseau, en connaître aussi d'autres et donner la parole à tous ces praticiens de terrain. En ce qui concerne le contexte, je dirais qu'on a un contexte d'une façon générale assez paradoxal sur ce sujet, avec dans l'éducation nationale en tout cas un prescrit maintenant déjà depuis 2013 qui est largement favorable à la coéducation, même plus que favorable, qui est même injonctif sur ce sujet d'un point de vue professionnel, et des pratiques, on va dire, qui tardent à évoluer ou qui évoluent de manière un peu sporadique, un peu éparpillée. Donc je pense qu'un outil comme ça est utile pour à la fois mettre en valeur ce qui se fait et à la fois aider tous ceux qui veulent faire évoluer leur pratique à le faire. En ce qui concerne le confinement, effectivement, c'était un moment particulier. Donc, ça s'appelait continuité pédagogique. D'un point de vue coéducatif, on a pu regretter que ça ne s'appelle pas continuité éducative. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un moment pendant lequel les parents et l'école ont eu des relations très particulières, puisqu'ils ont dû collaborer avec cette continuité qui se faisait à la maison. Et il y a eu, plusieurs recherches l'ont attesté, et puis beaucoup de témoignages, il y a eu un phénomène de connaissance, reconnaissance accrue, avec cette double reconnaissance un peu des enseignants qui ont dû aller à la rencontre des parents et qui ont parfois pris conscience de leurs conditions de vie et puis d'éducation,
et les parents aussi qui ont pris conscience de toutes les contingences du métier d'enseignant et même de l'acte d'apprentissage pour leurs enfants. Voilà, après, c'est pas pour ça que ça change forcément les choses. Hein. Ça a été suivi, on le sait, du post-confinement ou du deuxième confinement avec des conditions très compliquées, avec les parents qui ont été remis à l'extérieur de l'école, les protocoles très lourds, etc. Donc on a vite des effets de balancier, en fait, avec des choses qui avancent et puis après qui peuvent régresser. Mais néanmoins, je pense qu'on est tous très marqués par cette expérience. Et l'école en est très marquée. Alors donc dans cet ouvrage, dans la série Bien vivre l'école, donc qui est une série de Réseau Canopé, le principe c'est effectivement de faire dialoguer la théorie et la pratique avec des propositions très concrètes, donc là sous la forme de contributions qui à la fois racontent des expériences mais qui donnent aussi des clés pour pouvoir les transposer dans d'autres contextes. Donc peut-être commencer par alors on a travaillé, je précise qu'on a travaillé sur l'édition de cet ouvrage ensemble. Donc, au moment de choisir un titre, on a eu de très grandes discussions et c'est vrai que peut-être conduisait un peu plus à parler de relations école-famille, plutôt de coéducation, qui pouvait être un mot qui faisait un petit peu peur ou qui paraissait peut-être un peu technique ou abstrait. On a quand même choisi la coéducation et parce que en fait, c'est une philosophie aussi qu'il y a derrière. C'est une conception que vous avez. Dites-nous en plus. Oui, alors je tenais beaucoup effectivement à ce mot de coéducation. Alors pour deux raisons. D'une part parce qu'on parle parfois aussi de coopération, de collaboration, d'alliance. Il y a beaucoup de mots qu'on désignait. Mais coéducation, pour moi, est le seul mot qui désigne ces relations et où il y a le mot éducation. Donc qui ne va pouvoir s'adapter que pour... Et puis il y a co, en commun. Et effectivement, c'est beaucoup plus large que école et famille. Même si dans l'éducation nationale, on reste très centré sur les enseignants et les parents. Mais bon, déjà dans le travail que j'ai mené à l'école maternelle, j'étais quand même restée centrée sur les parents et les enseignants, tout en ayant eu le souhait d'élargir. Et puis, d'un point de vue philosophique, j'adhère vraiment à une conception de la coéducation beaucoup plus ouverte. Voilà, c'est des discussions qu'on a beaucoup avec mon camarade Frédéric Jésus, qui est dans la salle et qui avait fait l'amabilité de préfacer mon premier livre, et dans lequel il me disait déjà, mais enfin, c'est trop scolarocentré. Donc voilà, on a ce débat régulièrement, et c'est vrai que je pense que c'est toujours très important pour nous qui sommes dans l'école d'entendre les personnes qui sont à l'extérieur de l'école et qui nous rappellent que les enfants sont éduqués du matin au soir, qu'ils apprennent du matin au soir et même du soir au matin, et que finalement le temps d'école n'est qu'un petit moment de leur vie et que l'éducation c'est toute leur vie entière. Ça va nous amener aussi à parler du public pour cet ouvrage. C'est vrai qu'on s'adresse prioritairement peut-être aux enseignants, mais pas seulement. Donc dites-nous un petit peu comment vous l'avez envisagé ça. Oui, alors c'est vrai que les éditions Canopé s'adressent quand même plus aux enseignants. Donc le premier public, ce sont les enseignants, mais aussi les autres métiers scolaires, comme les CPE ou les personnels de direction ou les conseillers pédagogiques. Et également, il s'étend au-delà aux parents, bien entendu, même si ce n'est pas un ouvrage exactement fait pour les parents, mais nous avons tenu à ce que les fédérations de parents d'élèves y aient la parole. Et puis surtout aussi aux collectivités territoriales. Donc on y reviendra tout à l'heure avec Sylvia. C'est vrai que l'éducation, ça concerne toute la cité, et surtout aujourd'hui avec les questions de projets éducatifs de territoire, on en reparlera. Et donc on a vraiment tenu à ce qu'il y ait une part pour les territoires dans cet ouvrage, avec des projets qui sont faits soit avec l'éducation nationale, soit de manière indépendante, et ça nous semblait vraiment très important. Alors peut-être avant d'entrer un petit peu plus dans le détail, et moi il y a une chose que j'avais trouvée vraiment intéressante, c'est les différents modèles de coéducation dont vous parlez dans l'ouvrage, et c'est très parlant parce que finalement on peut parler de coéducation et pas du tout de parler de la même chose en fait, et chacun avoir une vision d'où des malentendus, des incompréhensions. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces modèles et le modèle que vous préconisez? Alors effectivement, cette modélisation, c'est une modélisation que j'ai un peu bricolée à force de faire des formations, parce que je m'apercevais que quand on parle de coéducation avec des acteurs de terrain, souvent, bien entendu, on entend parler de tensions, de difficultés, de résistance, de conflits. Ces tensions sont souvent interprétées de manière interpersonnelle. Ça marche pas parce que les gens ne s'écoutent pas, parce qu'ils sont butés, parce qu'ils veulent pas y passer de temps, etc. Et alors que finalement, quand on regarde les raisons historiques, on s'aperçoit que ces relations, ces conflits interpersonnels ont des explications historiques, et ou aussi, on peut faire aussi des comparaisons étrangères, et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs systèmes et qu'on peut consciemment ou inconsciemment se référer à un autre système que celui dans lequel on est. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite modélisation qui visiblement est très efficace en formation, qui nous montre qu'effectivement l'école dite cloisonnée, qui était l'école de Jules Ferry, mais qui est encore une école en vigueur dans beaucoup de pays, c'est l'école dans laquelle les familles vont s'occuper de l'éducation de leurs enfants, l'école va s'occuper de l'instruction de l'élève, puis la cité va s'occuper de la santé, des loisirs,
de la culture, etc. Et puis chacun va travailler de son côté, enfin travailler en tout cas, être avec les enfants, proposer des choses, et va se contenter de s'informer mutuellement. Et dans ces cas-là, ça peut fonctionner, mais on ne va pas coéduquer. Voilà, on va même peut-être parfois éduquer les uns contre les autres. Voilà. Et puis à l'autre opposé, on aurait un modèle fusionnel dans lequel l'instruction et l'éducation ne feraient qu'un, qui peut être dans certains cas le modèle de l'unschooling, l'éducation à la maison, ou le modèle de certaines écoles qui sont des écoles communautaires dans lesquelles on souhaite que les enfants n'aient accès qu'à finalement une seule idéologie éducative. Voilà, donc ce n'est pas du tout la philosophie de l'école publique française, qui est une école coéducative dans laquelle les familles gardent leur liberté éducative, les enseignants gardent leur liberté pédagogique, la cité garde sa liberté politique, donc chacun a des libertés très importantes. Il y a un espace d'intersection pour lequel il ne suffit pas de s'informer, mais encore faut-il dialoguer pour accompagner l'enfant. Je termine juste pour dire qu'il y a un autre modèle intermédiaire avec lequel il y a souvent de la confusion aussi, que moi j'ai appelé le modèle cogestionnaire, qui serait, disons, celui des crèches parentales, qui est le cas dans certaines écoles associatives privées en France et même dans certaines écoles publiques dans d'autres pays, dans lesquels parents et professionnels gèrent ensemble l'école, recrutent le personnel, construisent le projet pédagogique, et ce n'est pas le cas de l'école publique française. Alors, on comprend dans ce que vous dites déjà qu'on la voit la complexité de cet espace de dialogue, de travail en commun autour de l'enfant ou de l'élève. Peut-être pour finir sur cette partie un peu introductive, une notion que vous introduisez dans l'ouvrage et qui est très importante pour que ce travail puisse se faire, c'est la parité d'estime. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, c'est vrai que c'est une notion moi, qui m'a vraiment beaucoup éclairée et je vois aussi quand on travaille avec les professionnels que ça les éclaire beaucoup. Donc c'est une notion qui a été mise en place par un sociologue qui s'appelle Gaston Pinault, qui a été beaucoup repris par l'association ATD Quart Monde, également par l'Agence française de lutte contre l'illettrisme. Et c'est une notion qui nous dit que quand deux personnes sont en relation et qu'elles sont dans une position visiblement asymétrique, c'est le cas entre des parents et des professionnels, surtout quand ils sont de milieu populaire, et que pour entrer en relation, dans une relation dans laquelle on va pouvoir coopérer, encore faut-il que chacun ait de l'estime pour l'autre. Alors, dans cet ouvrage, l'apport du partenariat avec l'IFE, c'est notamment un lien très fort avec la recherche. Et donc, Catherine, vous avez demandé à ce qu'il y ait plusieurs chercheurs qui puissent s'exprimer dans cet ouvrage. Alors, peut-être pas autant qu'ils le souhaiteraient, parce qu'on était dans un espace très contraint. Mais ça nous tenait à cœur de pouvoir mettre un coup de projecteur sur certains résultats de recherche. Donc, Chloé, vous avez donc fait une thèse sur un public particulier, les mères de familles de quartiers populaires. Dites-nous un petit peu le cadre et puis ce que vous avez observé. Oui, donc en fait, j'ai fait le choix de poursuivre des travaux de recherche qui existent déjà sur la question des relations entre l'école et les familles populaires, en particulier les travaux de Pierre Perrier qui donc a dirigé ma thèse. Mais j'ai décidé de placer la focale sur les mères en partant de l'observation que finalement c'était souvent les mères qui étaient les chevilles ouvrières de la relation avec l'institution scolaire et plus globalement dans la famille. Donc c'est la raison de ce choix, en essayant de regarder si ça posait des enjeux particuliers et surtout en essayant de me demander qu'est-ce que cette relation, vous l'avez dit, il y a une injonction à avoir des relations, et donc qu'est-ce que cette relation elle leur fait concrètement, quotidiennement, qu'est-ce qui se passe pour elles dans ce lien avec l'école. Donc j'ai enquêté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc juste quelques mots pour préciser, c'est une enquête qui a été assez longue, ce qu'on appelle une enquête ethnographique, pour une raison très simple, c'est que pour certaines, ce sont des mères qui sont pas forcément faciles à rencontrer ou en tout cas à approcher, où il peut y avoir des formes de méfiance. Donc il y a eu un long travail de reconnaissance réciproque et de confiance réciproque qui a dû s'installer. Et ensuite, pour répondre à votre question sur des constats, je vais peut-être faire un choix et en sélectionner deux qui me tiennent vraiment à cœur dans les résultats de la recherche. Un premier résultat, c'est pour moi, la recherche montre qu'il est nécessaire, qu'il est primordial même, pour comprendre la relation des parents et en particulier, là en l'occurrence des mères, donc pour comprendre leur relation avec les enseignants-enseignantes. Il est nécessaire de réinscrire ces relations dans leur trajectoire biographique et dans leur quotidien, c'est-à-dire dans leur vie concrète, matérielle, dans la charge mentale qu'elles endossent, dans les difficultés qu'elles rencontrent, et pas uniquement des difficultés, comme on le dit un peu rapidement quand on pense aux classes populaires, on pense aux difficultés économiques. Mais en fait, la précarité, elle a des effets à plein d'égards, donc elle a des effets sur le plan administratif, sur le plan de la santé, etc. Pour moi, l'enjeu, c'était vraiment, du coup, de sortir d'une vision
vision uniquement scolaire en disant voilà, ce sont des parents qui sont loin de l'école, et de dire oui, ok, ils sont loin de l'école, mais parce que qu'est-ce qui se passe par ailleurs dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, de cette recherche. Et un deuxième élément qui me semble intéressant peut-être de relever là, c'est ce que moi j'ai appelé les oscillations de ces mères par rapport à l'institution scolaire. Alors très souvent, on entend le discours encore maintenant de parents qui seraient démissionnaires par rapport à l'éducation de leurs enfants. Donc je le redis, comme je le dis à chaque fois, ces parents-là n'existent pas. C'est-à-dire que dans toutes les recherches qu'on fait en sociologie de l'éducation, on ne rencontre jamais de parents démissionnaires. C'est-à-dire qu'on rencontre jamais de parents qui disent que ça leur est complètement égal ce qui arrive à leurs enfants. Par contre, on rencontre des parents qui ont plus ou moins de possibilités de s'investir selon les modalités attendues de l'institution scolaire. Il y a en fait un polymorphisme des manières de s'engager pour son enfant, de s'impliquer dans sa scolarité. Les oscillations, c'est des manières pour les mères à la fois d'être dans l'engagement, de montrer leur engagement, de faire la démonstration de leur présence auprès de leurs enfants dans l'institution scolaire. Et en même temps, et c'est vraiment très intéressant de voir que ça peut être en même temps, dans une même journée, une capacité de retrait par rapport à des moments ou des remarques où l'asymétrie dont parlait Catherine est trop forte. Et donc, il y a de la blessure, il y a beaucoup de malentendus, il y a un sentiment d'être jugé, il y a un sentiment de ne pas être bien regardées. En fait, elles jonglent, on pourrait dire, elles ont ce que Michel de Certeau il appelle des tactiques pour à la fois être proches et en même temps se protéger du regard que peut poser sur elles l'institution scolaire. Alors, il y a des choses, effectivement, des constats très intéressants. Je pense que pour des enseignants, c'est intéressant d'entendre ça, parce que vous avez pu prendre ces 2 ans et demi, je crois, hein, c'est ça, de vraiment d'immersion. Mais on se doute bien que pour des enseignants, c'est difficile hein, de prendre ce temps. Ils ont peut-être pas les bonnes clés. Comment est-ce que, à partir de cette recherche, vous imaginez qu'on peut les outiller? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette recherche pour, par exemple, en formation, les aider à prendre en compte mieux en fait ces relations-là? Je sais pas si c'est une question de temps. À vrai dire, ils sont beaucoup plus sur le terrain que moi. C'est-à-dire que moi, ce temps d'entrée sur le terrain, il est aussi parce que je ne suis pas enseignante. Donc finalement, eux, ils ont déjà l'accès aux parents. Moi, ce que je crois, c'est que la question de la relation, elle se pose à travers la posture. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma thèse sur comment j'avais mené l'enquête. Et en fait, il y a un endroit où moi, j'ai dû ce que j'appelle lâcher la grille d'entretien, c'est-à-dire oublier que j'étais en train d'enquêter pour juste me dire, avant d'enquêter, il faut que je rencontre ces mères. Et la rencontre, elle passe par comment ça va, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans leur journée, prendre des nouvelles. La semaine dernière, vous m'avez dit que votre enfant était malade. Voilà, quelque chose de vraiment, en fait, qui relève d'une éthique du care, moi, je crois. Et ensuite, une fois que le lien il est noué à partir de là, on peut rentrer dans quelque chose d'un geste plus professionnel. Bon, pour moi, c'était faire des entretiens, mais pour des enseignants, ce sera probablement autre chose. Et donc, je pense que cette posture-là qu'on peut travailler avec des enseignants-enseignantes, c'est souvent, ils sont dans une volonté immédiatement de rentrer dans du scolaire. Et vraisemblablement, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Alors effectivement, moi je vais bien répondre du côté du terrain. D'abord, je pense que pour les enseignants d'avoir accès à ce type de recherche, c'est vraiment extrêmement éclairant. C'est vrai que ça demande aussi un dialogue avec les chercheurs pour ne pas que le chercheur soit ressenti comme un peu, entre guillemets, donneur de leçons, vous êtes à côté de la plaque. Et puis il y a quand même tout un courant de recherche qui peut avoir tendance à dire la coéducation produit des effets délétères, produit des effets de stigmatisation en disant aux parents vous n'êtes pas des bons parents parce que vous participez pas. Donc, je pense que c'est une question de dialogue aussi entre praticiens et chercheurs pour comprendre comment ça peut nous éclairer sans déqualifier finalement le professionnalisme des gens qui essaient de faire le mieux possible. Et sinon, du point de vue aussi de cette posture de rencontre, donc d'un point de vue pratico-pratique, un dispositif qui est montré dans le livre et qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est la question des entretiens individuels systématiques. Et c'est vrai que ce sont des pratiques qui se développent de plus en plus et qui consistent donc à rencontrer les parents tous ceux d'une classe en début d'année hors évaluation dans l'idée de
les connaître. Et cette idée de se connaître et de se reconnaître, alors bien sûr, ça sera pas autant de temps que ce qui a été passé dans les familles, mais quand même, c'est une invitation et pas une convocation. Et c'est un moment où on dit aux parents, j'ai besoin de vous et il m'intéresse de vous connaître. Donc ça peut aussi parfois être intrusif, vécu comme intrusif par les parents. On a un retour là d'un groupe de parents d'ATD Carmonde qui a exprimé sa méfiance envers ce dispositif. Donc il faut faire attention, mais c'est quand même un dispositif très puissant pour entrer dans une relation d'humanité, je dirais. Et du coup, si je peux juste compléter, je pense qu'il y a aussi peut-être une vigilance à avoir sur le fait de dire, même si on met en place toutes ces rencontres et qu'on a envie de rencontrer les parents en dehors de peut-être de la remise des bulletins, etc., peut-être se dire aussi que c'est OK que des parents ne veuillent pas nous rencontrer et peut-être ne veuillent pas coéduquer, ou en tout cas que ça prenne des formes différentes. Voilà, exactement, que ce soit pas selon notre modèle et que pour des parents, finalement, il y a une immense confiance qui est faite dans l'institution scolaire et donc on remet l'enfant et on sait qu'il sera, on a confiance dans le fait qu'il sera instruit, donc on va bien s'occuper de lui, etc. Et que finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à accepter aussi. Ça veut pas dire renoncer à communiquer avec eux, mais peut-être ça va prendre plus de temps. Ou en tout cas, c'est là où je crois que c'est la question de la parité d'estime, de se dire, bah cette posture-là, elle est OK. De la même façon que le parent qui va vouloir accompagner à la piscine, quoi. Peut-être faire le deuil du parent idéal. On apprend à faire le deuil de l'élève idéal quand on est enseignant, normalement. Donc, c'est aussi le deuil du parent idéal, tout à fait. Celui qui a la juste distance, ni trop près, ni trop loin. Qui est un enseignant, en fait, lui-même, non, c'est ça? Éventuellement. Moi, je peux le dire, je suis fille d'enseignante, donc dans cet ouvrage, il y a une grande variété de contributions. On ne pouvait pas les inviter tous aujourd'hui, mais on a 3 collègues qui sont là. L'idée, c'est de donner des exemples un peu représentatifs à la fois en termes de niveau et puis d'échelle aussi d'intervention, et puis de type de relation ou de projet. Donc, je vous propose qu'on commence avec Camille Quévreux. Donc, Camille, vous êtes professeure en CP dans une école REP plus à Gennevilliers. Et donc, vous avez rédigé une contribution autour d'un projet de lecteur en CP, donc un projet plutôt autour des apprentissages et de la classe ouverte. Alors, dites-nous un petit peu de quoi il retourne. Alors, en fait, l'idée, c'était de travailler le projet de lecteur en coopération avec les familles. Le projet de lecteur, ça permet d'avoir une vision claire pour les élèves sur l'apprentissage de la lecture, des compétences à mobiliser pour lire et les motivations à lire. Et donc, ça permet d'expliciter en fait cet apprentissage. Il m'a semblé essentiel que cette explicitation, elle soit aussi envers les parents, parce que les parents, leur rapport à l'écrit peut aussi conditionner l'engagement que les élèves vont avoir dans l'apprentissage de la lecture. Pour mener ce projet, j'ai d'abord fait une séquence pédagogique autour du projet de lecteur auprès des élèves, et ensuite j'ai communiqué autour du travail fait. Donc, par exemple, on avait fait une affiche sur les fonctions de la lecture qu'on a partagée aux familles. On a communiqué à travers aussi nos productions d'écrits aux parents. Et ensuite, on a ouvert la classe aux parents lors de séances d'apprentissage du code ou de compréhension de lecture. Ça a pu être mis en place. Également, on a aussi mis en place des prêts de livres qui pouvaient aller dans les familles pour faire du lien entre l'école et les familles. Je précise que c'est dans un contexte où vous aviez pas mal de parents allophones. C'est pas un contexte favorisé avec des parents qui ont une pratique peut-être de très favorisée, enfin, très à l'aise avec la langue française, par exemple. Exactement, oui. J'enseigne en éducation prioritaire renforcée et la coopération avec les parents fait partie du référentiel de l'éducation prioritaire. Et effectivement, cette compétence, nous essayons de la travailler au quotidien, et à travers ce projet-là, nous avons essayé de réfléchir à d'autres leviers pour permettre aux parents de comprendre comment se déroulait l'apprentissage de la lecture en classe. Et alors, qui est venu finalement? Comment ça s'est passé? Dites-nous un petit peu ce qui s'est bien passé, peut-être les difficultés aussi que vous avez eues. Donc en fait, ce dispositif de classe ouverte, il m'a été présenté dans le cadre du DU Cootopia, parce qu'il a été mené dans le LEA de Grigny. Et donc on a eu une présentation et ils ont très gentiment partagé leur dispositif de classe ouverte avec moi. On accueille les parents et d'abord,
on échange avec eux, on leur présente la séance, on leur dit qu'ils peuvent se déplacer dans la classe pour regarder le travail. Ensuite, on mène la séance et après, on a un temps d'échange avec les parents. C'est essentiel parce que ça nous permet ensemble d'échanger en dehors du comportement de l'élève, des résultats scolaires de l'élève. Là, on échangeait sur un objet d'apprentissage et les parents se questionnaient sur les outils, sur les méthodes. Il y a des parents, par exemple, qui n'étaient pas très à l'aise avec la langue française, donc ils sont venus à deux. Donc on a adapté vraiment les modalités et on a pu échanger après. Alors ça nécessite une adaptation aussi de l'aménagement de la classe, de l'emploi du temps, parce qu'on doit se rendre disponible aussi pour échanger, mais ça a changé aussi la nature de nos relations. Oui, je trouve très intéressant effectivement ce projet autour de la lecture, qui est un projet. Cette question de la lecture, elle est effectivement délicate, avec des familles qui n'ont pas forcément la lecture dans leur quotidien et née la langue française. Donc, comment effectivement montrer l'enjeu de cet apprentissage sans être effectivement surplombant. Et je crois qu'ouvrir la classe, c'est vraiment le bon moment. Laisser venir les questions aussi, les curiosités, les interrogations, les étonnements. Et je pense que c'est des moments où la parité d'estime se joue parce que finalement on apporte quelque chose, mais on est aussi énormément enrichi par le regard des parents. Et Chloé, peut-être quelque chose sur des prérequis par rapport à ce type de public, ou comment vous voyez ça avec votre regard de chercheur? Il se trouve que sur mon terrain d'enquête, il y avait des classes ouvertes que j'ai observées. C'était un peu les mêmes modalités. Ce qu'on observe, c'est que les parents qui viennent dans les classes ouvertes, ce sont souvent des parents qui viennent déjà, par exemple, au café des parents, ou ce ne sont pas forcément les parents qui sont perçus comme très très éloignés ou invisibles, mais néanmoins ça peut faire venir certains parents. Et ce qui est sûr, c'est que dans les échanges que j'ai pu observer après, lorsqu'ils se retrouvaient, il y a quelque chose de l'ordre de l'explicitation qui se joue, même si ça ne lève pas miraculeusement le voile sur les processus à l'œuvre, quoi. Merci Camille. On va continuer sur d'autres expériences qui, de la même façon, vont nous montrer les différentes modalités. En fait, ce qu'on peut retenir un petit peu aussi de votre texte, c'est le fait que c'est la multiplication des modalités, des temps, des différentes propositions qui peuvent être faites, qui font qu'on aura plus de parents qui viennent. Si j'ai bien compris. Merci Camille. Et puis donc Élodie, bonjour. Donc vous êtes CPE dans un collège à Villiers-le-Bel, donc pareil une zone REP+. Et vous, votre projet, il est peut-être plus autour de la relation. Vous allez nous le dire, et on en a parlé un petit peu parce que Chloé, ça faisait partie aussi de son terrain d'observation, le café des parents. Donc c'est ce que vous proposez dans votre collège. Dites-nous un petit peu quelle est la philosophie. Effectivement, je suis arrivée sur un collège de Villiers-le-Bel il y a maintenant 3 ans. Ma première année m'a permis d'observer que les parents étaient peu présents sur l'établissement, présents à des temps finalement de convocation, en tout cas sur les réunions d'équipe pédagogique, des réunions de remise de bulletins, et encore il y avait encore peu d'interventions, et du coup parmi mes lectures et tout ce que j'ai pu effectivement avoir comme projet, la coéducation était pour moi vraiment importante. Avec ce constat-là, on s'est lancé dans un café des parents avec 2 assistantes sociales, mais un café des parents qui n'était pas un café des parents qui transmettait des informations descendantes. Et dans le cadre du diplôme universitaire Cotopia, j'ai eu pas mal d'expériences, notamment effectivement l'intervention de Catherine, qui m'a éclairée sur cette relation d'abord avec les familles avant de transmettre des informations. Donc notre philosophie, c'était de faire venir les parents pour qu'elles échangent entre elles sur des situations qu'elles rencontraient, et forcément dans l'éducation de leurs adolescents, puisque en collège se pose vraiment cette question-là de l'adolescence, et qu'elles échangent entre elles et surtout qu'elles nous apportent des informations sur la manière dont elles éduquaient leurs enfants au quotidien. Comme le disait Catherine, finalement l'éducation, c'est du soir au matin et du matin au soir, et nous on n'est qu'une petite partie de cette éducation-là. Il était pour moi, et en tout cas avec mes 2 collègues, incontournable d'apprendre ce qu'était leur éducation et ce qu'elles attendaient de nous en tant que co-éducateurs avec le collège. Alors vous dites elles, ça veut dire que c'était essentiellement des mamans aussi? Alors le premier café des parents, donc on a monté
café a commencé donc en octobre 2021. Le premier café des parents, j'avais 2 papas. Ça, c'est le mot café, peut-être? C'est ça. Et puis effectivement, très rapidement, on constate que les mamans sont plutôt que des mamans. Et en même temps, on n'y a pas vu une problématique particulière. Parce que de fait, la relation, nous, on attendait à ce qu'elle soit faite. Elle est faite avec les mamans. Et ben, voilà, le constat était là. Et puis au fur et à mesure de l'année, on a rencontré des difficultés, notamment dans la quantité de mamans présentes. Mais on a aussi constaté que des mamans, et je le constate encore cette année, savent que ça existe, ne viennent pas forcément, mais savent que s'il y a un moment donné où elles doivent venir, elles peuvent venir. Et j'en ai pris le parti de me dire que c'était déjà très positif de savoir qu'elles savaient et elles pouvaient ou demander à des habitués, parce qu'on a nos petites habituées, mais aussi de connaître que c'est pas un endroit hostile comme elles peuvent des fois l'appréhender en tout cas. Et c'est le retour qu'on a quand on a essayé de comprendre pourquoi il y avait peu de parents, peu de mamans qui venaient. Une des communications que nous ont fait les autres mamans, c'est on les croise mais elles disent qu'elles osent pas, elles savent pas trop comment faire, et donc du coup ça fait partie des choses qui sont finalement une réussite. Elles savent qu'elles peuvent venir, même si elles viennent pas, elles savent que la relation est là. Quand vous avez écrit votre contribution, ça faisait 1 an. Là, il s'est passé une nouvelle année. Donc, dites-nous un peu comment ça a évolué. On a continué sur la même dynamique, sans avoir vraiment d'ordre du jour. Souvent, dans les cafés des parents, qu'est-ce que tu vas proposer aujourd'hui? Et en fait, j'ai toujours par habitude de dire, je propose rien. Je propose juste que la relation soit là. Et cette relation, on le ressent aussi sur les inscriptions des 6e. Le contact est là, comme le disait Chloé. Le fait de prendre des nouvelles d'eux crée déjà le lien. Et j'arrive au bout d'une cohorte. Enfin, l'année prochaine, j'aurai ma cohorte de 3e. Et je sens que les parents sont vraiment de cette relation-là, en tout cas. On a toujours une problématique de nombre. Là, on est à un collège de 620 élèves à peu près. On tourne entre 6 et 12 familles, 12 mamans. C'est très peu. Et en même temps, on échange énormément. Elles questionnent beaucoup, elles se donnent des conseils. Du coup, ça tient. C'est quand même tous les premiers mardis du mois. Et alors, il y a des temps où on voit bien, là, pour le dernier café des parents, elles étaient 11. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses cette année, 11 ou 12. Et c'était un vrai temps agréable où on faisait le bilan de l'année, où on échangeait sur ce qu'elles avaient rencontré ou ce qu'elles espéraient être l'année prochaine, etc. Chloé, vous voulez réagir? Ouais, en fait, c'est un autre aspect de ma thèse qui est assez saillant, on va dire. C'est le fait que les espaces qu'on propose comme ça, comme les cafés des parents, souvent, ils sont réappropriés par les mères. C'est-à-dire qu'ils sont... Bon, là, c'était pas le cas. Là, il est vraiment pensé comme un espace de rencontre, mais souvent, c'est pensé comme un espace où on va pouvoir peut-être donner des conseils ou expliquer ce que c'est que l'école, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les mères, elles, en tout cas, dans les cafés que j'ai observés, elles se le réapproprient pour créer des temps de convivialité et des temps où elles se retrouvent entre femmes dans un quotidien qui est souvent extrêmement pesant et difficile. Et voilà. Et donc, c'est des espaces quasiment de sororité. Le mot est peut-être un peu fort, mais parfois, ça pourrait presque y ressembler. Et effectivement, ça concerne peut-être pas beaucoup de mères. À titre personnel, je me dis que c'est quand même important pour celles qui y ont accès. Et après, effectivement, ça n'empêche pas de penser peut-être d'autres choses que les cafés qui vont correspondre à d'autres profils, comme on le disait juste avant. C'est un des éléments dans l'évaluation que j'en ai fait à la fin de la première année, qui a été noté, et cette reconnaissance de compétences que je cherchais aussi. C'est-à-dire que au-delà de la discussion, je recherche aussi à ce qu'elles prennent confiance aussi dans leur capacité à éduquer leurs enfants. Souvent, elles arrivent en disant « Oh, mais on n'y arrive pas, de toute façon, les réseaux c'est compliqué, les téléphones c'est compliqué ». Et en même temps, j'ai expérimenté le croisement des savoirs que nous avait présenté à Dédé Garmonde. Et l'année dernière, il y avait une maman qui était non francophone qui est venue. Et le fait de les faire passer au tableau, le fait qu'elles expriment quelque chose, elles, qu'elles avaient construit sur cet atelier de croisement des savoirs, leur a donné une compétence qui a été assez touchante. Parce qu'elles disent voilà, on sort d'un quotidien, je le vois vraiment, pour 3 ou 4 mamans, ah là là, qu'est-ce qu'on est bien à venir ici. Alors nous, on a un petit espace pour les enfants, voilà, pour les plus petits, pour qu'elles puissent venir malgré tout sans avoir cette contrainte-là. C'est utilisé systématiquement et elles sont contentes de ça, de ce temps-là où elles échangent, et c'était vraiment un des objectifs qu'on se fixait, c'était ça, rendre cette compétence-là à ces mamans qui doutent des fois et valoriser ce temps de mère finalement, qui n'est pas forcément que de l'accompagnement à la parentalité, mais qui est aussi, on est finalement des femmes et on doit aussi, dans l'éducation de nos enfants, être présente en tant que femme. Et je crois que c'est très important de sortir de l'évaluation quantitative de ce genre de dispositif pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est une véritable expérience qui a du sens pour les personnes qui sont là. Ensuite, parce que, comme on disait, ça essaime dans le quartier, on en parle, et symboliquement, ça change énormément le rapport avec l'établissement scolaire. Et puis aussi parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir envie de ça.
et que ça reste quelque chose, un certain type de rapport avec l'école qui n'est pas du tout obligatoire dans la posture de parent d'élève, et chacun peut expérimenter le lien qu'il souhaite avoir avec l'établissement. Donc je crois qu'on profite beaucoup plus de dispositifs quand on est dans cette posture en se disant c'est ce qui s'y passe qui est intéressant. Bon, bien sûr, si on met en place quelque chose et qu'il n'y a personne, on peut se poser des questions. Mais à partir du moment où il y a un petit groupe qui vient, où il se passe qualitativement des choses, c'est important. Je voulais juste ajouter que donc dans l'ouvrage, il y a un certain nombre de contributions complémentaires qui sont en ligne, et que quand des contributions étaient finalement proches, mais pas forcément au même niveau ou pas avec le même dispositif, voilà, on a choisi donc de publier ta contribution au sujet du collège, et avec un QR code, on peut avoir accès donc à une contribution complémentaire au sujet des lieux accueil parents dans la ville de Lyon, donc mis en place par la mairie de Lyon, et puis également une autre forme qui s'appelle lieu passerelle, dans une école maternelle dans la région lyonnaise. Donc ces dispositifs sont complémentaires, et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir qu'on peut s'en emparer de plein de façons différentes. Il n'y a pas une façon qui soit meilleure qu'une autre. Oui, il y a beaucoup de sources d'inspiration et après dont on peut faire ce qu'on veut. Et ben on va passer à une autre échelle avec Sylvia Roudot qui va nous rejoindre. Sylvia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission projet éducatif global à Noisy-le-Sec. Donc première question, mais qu'est-ce que c'est qu'un projet éducatif global? Est-ce que les enseignants savent bien de quoi il s'agit? Alors, la dénomination projet éducatif global, elle est un peu spécifique. C'est un choix fait par la ville de Noisy-le-Sec, une nouvelle municipalité qui est arrivée donc aux manettes en juin 2020 et qui a souhaité mettre ce nom à une démarche de co-construction, de partenariat entre la ville et tous les partenaires éducatifs autour des enfants et des jeunes. Ça comprend le projet éducatif de territoire, le PEDT, qui est peut-être plus connu, plus identifié, mais ça permet aussi de s'en émanciper un peu, notamment en termes de contraintes, peut-être de délais, etc. Le projet éducatif global de la ville de Noisy-le-Sec s'étale sur la durée du mandat, par exemple. Alors dites-nous un petit peu en quoi ça consiste, et puis ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire des ateliers de proximité. Alors moi je suis arrivée à la ville de Noisy-le-Sec en mars 2021, donc quelques mois après l'arrivée de cette nouvelle municipalité, et l'objectif donc de cette nouvelle municipalité était de faire de l'éducation la priorité politique du mandat, et donc de mobiliser tous les acteurs autour d'orientations communes, mais également d'apprendre à travailler ensemble, à communiquer, à construire des projets ensemble. En même temps, quand je suis arrivée à Noisy-le-Sec, on m'a demandé de mettre en place un temps fort du projet éducatif global, qui s'appelle le Printemps des enfants et des jeunes, pour illustrer une des orientations du projet, qui est de mettre la parole des enfants et des jeunes au centre de l'action éducative. C'est la première orientation politique affirmée par la ville de Noisy-le-Sec. Donc on a construit ce Printemps des enfants et des jeunes, et moi j'ai proposé que ce soit le moment pour lancer le PEG, parce qu'on utilisait ce terme qui, du coup, ne parlait finalement pas à grand monde, puisqu'on ne l'avait pas explicité, on ne l'avait pas co-construit. Donc j'ai proposé qu'on profite de ce temps fort pour communiquer et pour mettre en place des temps d'échange et de co-construction. Il y a eu différents ateliers, différents niveaux d'ateliers. Il y a eu 19 ateliers animés auprès des enfants de maternelle et d'élémentaire par les Francas de Seine-Saint-Denis, pour prendre la parole des enfants sur leur temps de pause méridienne. C'était un choix parce que c'était un objet de travail qu'on souhaitait ouvrir, mais aussi sur la vie des enfants dans l'école, dans les temps d'accueil de loisirs et dans leur quartier, dans la ville. On a ensuite j'ai animé avec des collègues 5 ateliers auprès des professionnels des écoles maternelles et élémentaires. Donc 5 ateliers qui ont réuni à peu près 120 professionnels, donc des directions d'école, directions d'accueil de loisirs, animateurs, animatrices, agents techniques des écoles, donc les ATSEM, le personnel d'entretien et gardiens responsables de site. Et enfin, ce qui fait l'objet du coup de la contribution dans l'ouvrage, les 5 ateliers de proximité dans 5 quartiers de la ville qui étaient ouverts à toute la communauté éducative, parents, professionnels des écoles, professionnels municipaux, associations. On n'a pas intégré à ce moment-là les enfants et les jeunes dans ces ateliers, enfin ils pouvaient venir d'ailleurs, mais on était plus centré sur la communauté éducative des adultes autour des enfants et des jeunes. Donc on a organisé 5 ateliers, on a eu une centaine de participants
À ce moment-là, dans les participants, beaucoup d'agents de la ville. On était en sortie de période toujours confinement, déconfinement, une période un peu particulière en printemps 2021. Donc la majorité des participants ont été des agents de la ville, mais beaucoup de ces agents venaient des services, étaient des agents des écoles en fait, ATSEM, agents techniques, animateurs, animatrices. Et la technique utilisée pendant ces ateliers, qui étaient des ateliers très participatifs, on amenait à libérer la parole, à échanger autour de la ville, à travers une carte du quartier. Il fallait identifier l'objectif était d'identifier des lieux ressources, des partenaires, des acteurs du territoire qui intervenaient sur les questions éducatives, allant de la petite enfance à la jeunesse, à l'éducation, au sport, la culture, l'animation de la vie sociale, la vie du quartier. Et on a eu 12 parents d'élèves, élus pour la plupart, pas tous, quelques enseignants, direction d'école, mais peu, et quelques représentants associatifs. Et ce qui était intéressant, et ce que je dis dans l'analyse, c'est que les participants, notamment les agents municipaux, en fait, se sont rapidement positionnés comme parents et comme connaisseurs aussi du territoire. C'est beaucoup de gens de la ville qui sont depuis longtemps, et beaucoup de mamans, parents d'enfants et de jeunes. Catherine, ce qui nous a intéressé aussi dans ce projet, c'est que ça parle d'éducation, mais l'école n'y est pas centrale. Oui, tout à fait. Donc, on retrouve cette notion de coéducation dans laquelle on peut relativiser le rôle de l'école dans la vie des enfants, même s'il est important. Et le dernier point me semble vraiment très intéressant, cette notion de porosité finalement, puisque chacune de nous est à minima un ancien enfant de nos propres parents et un ancien élève de nos propres enseignants. Et puis ensuite, quand on devient parent, on devient parent. Et quand on est professionnel de l'éducation, finalement, on cumule ces différentes expériences. Et beaucoup d'enseignants pensent que pour être un bon professionnel, il vaut mieux bien cliver et bien séparer ces différentes sphères. C'est une posture qui est respectable, mais en tout cas, moi, il m'apparaît que une posture d'accepter les différentes expériences, d'ailleurs ça rejoint un petit peu les questions de sphère d'expérience et leur interdépendance, est quelque chose d'enrichissant, même si bien sûr on ne va pas tout confondre et tout mélanger, mais en tout cas, et c'est très intéressant dans les moments participatifs comme ça, je l'ai aussi vécu dans d'autres expériences, où quand on propose à des ATSEM par exemple de participer, très rapidement on bascule sur leur expérience de parents. Et là, ce qui avait été positif, c'est que comme on avait fait avant les ateliers dans les écoles, les ATSEM, les agents techniques, les animateurs, tout le monde avait pu expérimenter ces méthodes d'animation qui n'existaient pas trop sur ce territoire et se sentir assez à l'aise aussi pour venir à ces temps d'ateliers de la communauté éducative. Et c'est vrai que la question scolaire, et même périscolaire, la gestion du périscolaire, n'a pas été tellement centrale dans les échanges, du fait sans doute des types de participants à ces échanges, mais aussi des techniques d'animation qui étaient plus de parler du territoire à travers des entrées très larges en fait. Donc effectivement, une particularité aussi de cette démarche, c'est de faire une place aux associations. Et je pense qu'on a souhaité aussi dans l'ouvrage faire une large place aux associations parce qu'il me semble que sur ce terrain, il y a un grand savoir-faire d'abord du côté des associations, d'une part des mouvements pédagogiques, des associations d'éducation populaire. Tu as cité les Francas, et puis d'un certain nombre d'associations plus éducatives. Alors normalement, il devrait nous rejoindre Clotilde Granado d'ATD Carmonde et Kader Mimoun de l'association École et Famille, deux parmi les nombreuses à qui on a proposé de contribuer. Il me semble que d'un point de vue aussi de la culture professionnelle, il est très important de s'ouvrir aux cultures associatives, qui ont des cadres théoriques, qui ont des expériences et qui ont beaucoup à apporter professionnels stricto sensu du corps enseignant, on va dire. Et puis une chose peut-être, c'est que quand on fait appel comme ça à la parole des enfants, de personnes professionnelles ou parents, on a envie de savoir si ça aboutit ou si c'était juste qu'on leur avait demandé leur avis mais qu'il ne s'était rien passé. Alors dites-nous un peu ce qui s'est passé depuis. Alors depuis, donc ça c'était ces ateliers il y a 2 ans. On a poursuivi les temps de réflexion, notamment le lien direction d'accueil de loisirs, direction d'école et gardiens-gardiennes, responsables de sites dans les écoles. On a eu plusieurs temps sur la coéducation. On a également fait plusieurs réunions avec les associations de parents d'élèves sur les notions de coéducation, en s'appuyant notamment sur les travaux de Catherine, en parlant de parité d'estime, etc., de différents niveaux de coopération. Et tout ça a permis d'aboutir à l'écriture du projet éducatif global, à sa validation en conseil municipal. Donc aujourd'hui, on a un objet, on a un écrit qu'on va essayer de simplifier et de rendre accessible. Ça, c'est la prochaine étape. Mais en tous les cas, on a un objet qui existe et qui reprend les éléments de parole
de diagnostic de territoire. C'est écrit dans le PEG et moi j'y fais très régulièrement référence dans les différents temps de travail avec mes collègues, avec l'État, avec la CAF aussi. Voilà, ça alimente beaucoup de nos réflexions, notamment la parole des enfants et des jeunes qui étaient très forte sur certains items, sur certains enjeux de la ville. La question du bruit dans la ville, on est une ville en pleine transformation avec beaucoup de travaux, mais la question aussi du bruit fait par les adultes, la question des espaces verts, des besoins d'extérieur. Il y a beaucoup de choses comme ça qui diffusent, qui infusent en fait nos différents temps de réflexion. Ce qui c'est aussi diffusé, ce sont les méthodes d'animation, de participation, qui sont maintenant un peu connues quand on vient à une réunion du PEG. Maintenant les gens savent que ça va être un peu animé, qu'on va participer, qu'on va rire aussi et qu'on va construire en même temps et réfléchir. On va se mettre en mouvement, j'ai envie de dire. Et donc ces méthodes se diffusent, sont connues, sont reconnues et font un peu la marque maintenant de ce PEG. Et puis le partenariat avec l'éducation nationale se poursuit ou se construit. Aujourd'hui, on investit par exemple, on a profité un peu de la diffusion de ces méthodes et de cette manière de faire pour construire avec l'IEN une démarche particulière dans le cadre de notre école Faisons-la ensemble. Voilà. Donc on investit finalement les orientations du PEG et ce diagnostic et ces méthodes dans les outils aussi proposés par l'éducation nationale. Et oui, c'est une bonne base pour ce qui se passe après. Merci beaucoup Sylvia. Je crois qu'on a fait un tour, alors loin d'être exhaustif, de la richesse de ce qu'il y a dans cet ouvrage. C'est pour ça qu'on vous invite évidemment à le consulter et à consulter toutes les ressources en ligne effectivement en complémentarité. Pour terminer, puisque vous le savez, Réseau Canopé est le réseau de formation des enseignants tout au long de la vie, on voulait faire un petit focus sur la formation, ce que propose l'IFE, Réseau Canopé, le DU Cootopia. Donc on commence avec l'Institut français de l'éducation. Donc en fait, on voulait mettre un petit peu en exergue, on vous invite à aller regarder sur les sites de Réseau Canopé, les différentes plateformes. Effectivement, c'est un sujet, la coéducation, qui a été particulièrement investi depuis l'année dernière, avec donc cet ouvrage, un certain nombre de formations, donc le plan national de formation de la DGESCO auquel participe Réseau Canopé, qui aura lieu les 17 et 18 octobre à Paris, mais aussi dans tous les territoires avec les ateliers Canopé, dans le cadre des plans départementaux de formation, dans le cadre des EAFC et plus généralement dans le cadre de l'activité des ateliers, souvent à la demande d'ailleurs, soit des collectivités, soit d'associations. Enfin voilà, il y a vraiment moyen dans chaque atelier de Réseau Canopé de trouver et des ressources et des temps de formation sur des sujets qu'on veut travailler autour de la coéducation. Dans le cadre de notre plateforme Canotech, qui est une plateforme de micro-formation, donc de petites unités, généralement vidéo, mais aussi des webinaires qui sont associés. Il y a toute une thématique renforcer la coéducation, donc on vous invite à aller regarder. Il y a notamment un sketch note de Pierre Perrier qui marche très bien apparemment, qui donne un peu la définition de la coéducation. On a également la plateforme Premier Pas dans le métier d'enseignant qui accompagne tous les enseignants débutants et notamment également les enseignants contractuels avec un certain nombre de contenus autour de la coéducation. Donc on vous invite vraiment à aller regarder ces ressources, nos podcasts extra classe également qui ont à plusieurs reprises abordé ces questions-là. C'est tous les formats de formation et de support et de ressources que produit Canopé qui ont été mobilisés sur cette question de la coéducation. Voilà, du côté de l'Institut français de l'éducation également, donc c'est un institut qui est pas toujours très connu et très identifié par les enseignants parce que c'est essentiellement une ressource pour les formateurs. Néanmoins, le site est accessible à tout le monde gratuitement. Et c'est un site donc qui regorge de ressources, notamment sur celui du Centre Alain Savary, qui est une partie de l'Institut français de l'éducation. Beaucoup de domaines sont explorés. Il y a un onglet école-famille qui comprend de témoignages sur des dispositifs avec des analyses de vidéos et des choses qui sont des ingénieries de formation, qui sont utilisables. Récemment, donc, on a publié une conférence de Chloé Riban et une autre de Xavier Conus, qui sont donc deux chercheurs qui sont intervenus dans une formation de formateurs. Le principe, c'est que ce sont des vidéos qui sont chapitrées, qui sont très accessibles, utilisables. Voilà, et donc régulièrement, on republie de nouveaux apports sur ce site-là. Il existe également une radio de l'IFE qui s'appelle Cas d'école, qui a également publié récemment un reportage sur un lieu accueil parents, par exemple.
Voilà, donc effectivement, c'est très riche du côté de l'IFE aussi. Beaucoup de ressources, beaucoup d'inspiration. Est-ce que vous voulez dire quand même quelques mots du DU? Oui, tout à fait. Donc, on espère l'arrivée de Philippe Bongrand, donc responsable de ce DU. Donc, DU, ça signifie diplôme universitaire. Ce sont des diplômes qui se développent de plus en plus dans les universités, qui sont des diplômes qui sont accessibles finalement en formation continue. Une forme, on peut dire, légère. Je ne sais pas si vous seriez d'accord pour dire légère, dans la mesure où c'est très compliqué de faire cette démarche tout en travaillant à plein temps. Mais disons que ça reste plus léger qu'un master, par exemple. Voilà, et ce DU Cooptopia, il a la particularité de vouloir volontairement s'ouvrir non seulement aux professionnels de l'éducation nationale, mais également aux professionnels des territoires, ou voire des réseaux associatifs également. Du coup, c'est des cohortes qui sont très mélangées. Donc, on avait aujourd'hui les soutenances et on a vraiment vu cette cohorte d'étudiants qui sont de différentes fonctions, différents âges, différents milieux, qui ont donc à la fois un apport théorique et à la fois à travailler sur un mémoire à partir d'une expérience de terrain. Donc, c'est comme ça que toutes les trois ont travaillé sur leur propre expérience. Ça permet de prendre du recul, de croiser avec des références théoriques aussi. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Et donc, ce DU est assez récent, il a 3 ans. Mais voilà, c'est aussi modeste. C'est chaque année une vingtaine d'étudiants qui en font l'expérience. Mais c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on manque beaucoup de formation initiale et continue sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Catherine et Chloé, ainsi que nos 3 contributrices. On ouvre un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations sur ce qui a été dit. Ou des expériences à partager. Volontiers la parole. En fait, je reviens sur la formation et puis du coup, ça fait le lien avec ce qu'on était en train de dire. Et effectivement, la formation finalement initiale commence à aborder cette notion de coéducation, notamment sur le site de Gennevilliers à l'INSPE cette année. J'intervenais auprès des M1 sur un temps de 3 heures sur la coéducation, ce qui est pour moi pas suffisant, mais voilà, qui est déjà un bon début. Mais je pense que la formation initiale, elle est indispensable. Chloé parlait tout à l'heure effectivement de la relation des enseignants avec les familles. Et moi, je le vois en tant que CPE, à vouloir effectivement mettre du lien. On se rend compte encore que le manque d'expérience dans la relation à l'autre, en tout cas aux parents, est effectivement des fois très problématique dans l'accès des parents à l'école. Et on se rend compte, le non-jugement dont Catherine fait part, effectivement, il y a toujours cette difficulté de non-jugement et de parité d'estime, et ça met à mal cette relation-là. Et je pense que c'est pas inné, il faut aussi pouvoir le construire et se construire en tant que professionnel. Ce non-jugement et cette parité d'estime, surtout dans ce cadre finalement asymétrique, est pas forcément évident à mettre en œuvre. Et je pense que dans la formation initiale, en tout cas, les enseignants sont pas formés à ça. Et en tout cas, ne comprennent pas l'importance de la relation et de l'impact, parce qu'on parle beaucoup de coéducation, mais de l'impact que ça a sur l'enfant. Parce qu'on oublie finalement ce qu'on recherche. Et finalement, quand on parle de coéducation, on cherche à éduquer malgré tout. Et je pense que quand la relation est faite, et quand bien même elle est, la différence est notable entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école, quand cette relation elle est faite, ça a une action très positive sur les enfants. Et je pense que ça, on peut pas s'en faire l'économie, quoi. C'était juste pour compléter ce que disait Elodie sur la parité d'estime. J'ai eu la chance de pouvoir assister à des soutenances de DU aujourd'hui et on parlait de cette parité d'estime également entre professionnels. Et moi, c'est un concept que j'ai trouvé très fort aussi dans le travail que j'ai pu engager sur la ville de Noisy-le-Sec avec les collègues, de la parité d'estime entre les directions d'école, les enseignants et les collègues du périscolaire et les collègues agents techniques et gardiens, gardiennes, etc. Et je trouve important de le rappeler. On a eu ces échanges lors du DU. Les autres étudiants collègues me questionnaient parce que moi, je prenais cette approche de la coéducation aussi et surtout sans doute par ce prisme-là, puisque mon rôle, moi, est surtout de faire travailler ensemble des professionnels qui viennent de milieux et de cultures, métiers différentes. Tout à fait. Bien entendu, la symétrie existe aussi grandement entre professionnels. Déjà, ça existe à l'intérieur du corps des profs en fonction de leur corps. Donc ne parlons pas des questions entre ATSEM et professeurs d'école ou des personnels de service, etc. Il y a également une expérience qui a été relatée dans l'ouvrage qui a consisté à interroger justement sur la coéducation un grand nombre de personnels, y compris justement les gardiens des écoles ou même les maîtres nageurs de piscine, voilà, un certain nombre de personnels à qui on a demandé est-ce que vous êtes des coéducateurs ? Et ils ont dit oui en fait. Mais on nous l'a jamais dit en fait. Mais oui, bien sûr. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de reparler de ces personnes qui sont au contact des enfants tous les jours et qui ont bien entendu des relations éducatives. Je voulais aussi ajouter juste quelque chose sur quand j'entends Elodie qui dit qu'elle est sollicitée en formation initiale. C'est vraiment très intéressant parce que finalement, dans ce petit ouvrage, il y a une 30aine de contributions et tous ces contributeurs sont des personnes qui, du fait d'avoir pris du recul sur leur pratique, d'avoir été amenés à écrire, d'avoir été amenés à formaliser leur expérience, certains d'entre eux étaient déjà formateurs, mais d'autres non. Et du
coup, ça constitue un vivier de personnes qui peuvent intervenir en formation, témoigner. Ça, c'est vraiment extrêmement utile. Merci. Je voulais juste compléter par un petit témoignage lors d'un des ateliers que j'ai pu animer dans la construction du projet éducatif global, notamment cette notion de coéducation. J'ai fait travailler ensemble donc des directions d'accueil de loisirs, d'écoles et gardiens-gardiennes sur les relations, donc une sorte de carte mentale. Il devait représenter de manière graphique les relations entre adultes au sein de l'école. Toutes les relations, en fait, au final, il y avait 3 groupes. Et dans les 3 groupes, au final, c'est le gardien, la gardienne d'école qui était au centre des relations. En fait, qui était la personne qui connaissait, qui avait le plus d'interaction avec les différents acteurs de l'école. Et on le sait, souvent la personne qui est là depuis le plus longtemps, qui a une forme de stabilité, mais qu'on oublie souvent. Je vais rejoindre l'éducation nationale en tant que contractuelle le 1er juillet. Voilà, je suis très heureuse. Et avant, j'avais une vie à Shanghai où j'ai organisé des conférences sur la coéducation. C'est pour ça que le titre m'interpellait aujourd'hui, en tant que parent, pour partager l'expérience de mon fils qui passait du système chinois après 11 ans d'école chinoise au lycée français de Shanghai, où il y a un dispositif qui s'appelle le FLESCO, français langue de scolarisation. Et je souhaitais mettre en valeur en fait toute l'équipe, en particulier la responsable qui était enseignante de mon fils, pour montrer aux familles franco-chinoises qu'il était possible d'avoir une passerelle entre le système éducatif chinois et le système français. Voilà. Donc je suis très heureuse ce soir d'entendre côté enseignant, éducation nationale, tous vos témoignages. Merci. D'autres interventions, bien sûr. Alors moi, je suis enseignante, je suis une amie d'Élodie Berge, mais je suis enseignante dans le secondaire, et en fait, tout ce que ça m'inspire, c'est que, en fait, dans le secondaire, les parents, en effet, je pense qu'il y a la vie scolaire, il y a les AS, etc. Et quand je vous écoute, je pense aussi à mon rôle de professeur principal, et je pense qu'il y a plein de choses. Est-ce que vous avez des retours aussi, des choses peut-être à penser autrement les réunions? Est-ce que vous avez des expériences penser autrement les réunions parents-prof, ces fameuses? Je pense à ce que j'entends sur la gardienne du collège qui, en effet, je pense, connaît le plus tous les parents, mais je pense qu'il y avait un vrai ressentiment des parents quand les enfants rentrent en 6e. Je pense que dans le primaire, en effet, malgré le Covid, etc., ils sont encore dans l'école, et le collège les maintient un peu hors l'école. Et donc, en effet, je pense qu'il y a des choses à repenser sur la formation initiale, mais des CPE, mais aussi des enseignants qui laissent un peu peut-être les parents en dehors. Mais je ne sais pas si vous avez connaissance de choses qui ont eu lieu sur ces terrains-là. Moi, ce que je peux dire, c'est que les parents auprès desquels j'ai enquêté, notamment les mères, elles sont extrêmement inquiètes du passage en 6e. Et elles comprennent bien souvent très mal cette organisation. C'est-à-dire que en primaire, c'est assez facile. Il y a l'enseignante et puis la directrice, enfin les interlocuteurs. Enfin, pardon, je mets tout au féminin, voilà. Mais les interlocutrices sont bien identifiées. Et au collège, pas du tout. Ça paraît très complexe. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des mamans qui disaient, mais à qui est-ce que je dois écrire quand il est malade, quand il est ceci, cela, etc. Donc ça crée beaucoup d'inquiétudes. Et je trouve, moi, il m'a semblé dans les entretiens avec les professionnels qu'il y a une forme d'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, les professionnels regrettent que les parents ne viennent plus trop au collège. Et en même temps, ils ont acté dans le discours, ils et elles ont acté dans le discours que c'est l'adolescence, c'est normal que les parents ne viennent plus trop, et finalement presque, je vais pas dire que ce serait un soulagement, mais parfois ça frôle cette impression-là, en tout cas quand j'écoute les entretiens. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de pas clair peut-être dans la posture des équipes éducatives au collège sur la place qu'ils veulent donner aux parents. Alors moi ce que j'ai vu, il y a un collège où j'ai observé les classes ouvertes en activité, donc c'est le projet qui a été décrit, qui avait lieu dans un collège. C'était très intéressant aussi, c'était très riche. Voilà. Également des cafés des parents. Non, il y avait une volonté de faire des cafés des parents et il y avait une rentrée des 6e qui était ouverte. C'est-à-dire que lorsque les enfants étaient appelés pour monter dans leur classe, il y avait comme un forum du collège où les parents, du coup, restaient. C'est bien souvent la seule fois où ils viennent, en fait, c'est quand ils accompagnent à la rentrée en 6e. Et là, donc, ils restaient et on leur présentait qui étaient les différents acteurs, actrices, les associations, le sport, l'AS, etc., etc. Voilà, moi, ce que j'ai pu observer. Et effectivement, il y avait du monde. Alors, effectivement, je crois que le collège, c'est quand même un peu l'endroit où le bas blesse, bien que le lycée professionnel aussi, enfin le lycée et le lycée professionnel, où souvent les élèves habitent très loin, c'est aussi très compliqué. Mais quand même, ce moment du collège, avec le côté aussi de l'adolescence, où les enfants grandissent, ont besoin aussi de distance. Et puis, moi, il me semble que structurellement, la manière dont le collège est pensé, avec le service de vie scolaire, finalement, qui s'occupe plus de la relation avec les familles et les enseignants, qui sont plus sur la transmission disciplinaire,
voilà, il y a déjà une structure qui sépare les rôles. Pour autant, bien sûr, comme vous le dites, le rôle de professeur principal est vraiment très important. Et d'ailleurs, une collègue a soutenu un mémoire aujourd'hui sur ce sujet où elle a vraiment exploré qu'est-ce qu'elle pouvait faire en tant que professeur principal. Ça reste quelque chose de compliqué. Alors, dans l'ouvrage, il y a 2 enseignants notamment qui témoignent sur les entretiens individuels, un au collège, un au lycée. Donc, qui sont faits de manière systématique en début d'année avec tous les parents en tant que professeur principal et qui produisent des effets vraiment très importants. Et puis une autre aussi qui parle d'un dispositif, ces fameux moments où on a les rendez-vous avec les parents, où tous les parents viennent, voilà, où une équipe a pensé comment les rendre, on va dire, un peu moins non dialoguants. Je sais pas comment dire. J'avoue qu'on a pas mal discuté avec cette autrice parce qu'on trouvait que le projet était un peu très 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 prudent, mais c'était déjà un grand pas de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir discuter plus avec les parents, les entendre. Voilà. Après, il y a des acteurs de terrain qui réalisent des choses et notamment on accueille Kader Mimoun ici qui est là, donc président de l'association École et Famille et qui réalise du travail vraiment très intéressant au collège. Je sais pas Kader si tu vas en dire quelques mots. Entre-temps, on a accueilli également donc Clotilde Granado dont on a évoqué tout à l'heure et puis Philippe Bongrand du DU. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bon, je vais dire quelques mots. Oui, moi j'ai été principal de collège, actuellement en lycée, mais beaucoup d'années en collège et j'ai été enseignant auparavant et donc effectivement sur l'ouvrage, grâce à Catherine et à Canopée, donc j'ai pu relater de façon modeste et de façon succincte une expérience qu'on a menée entre 2014 et 2016 et qui s'est traduite après par des effets dans la politique de l'établissement pour l'ouverture aux parents. Voilà, donc en quelques mots, c'est parti d'un internat de la réussite très mixte socialement dans une ville qui est pas mixée socialement, en l'occurrence la Garenne-Colombes. Donc il s'agissait de faire société avec des enfants qui étaient issus des quartiers prioritaires de la ville et des enfants qui avaient, pour une grande majorité d'entre elles, une scolarité classique, ordinaire, école, collège, et donc après orientation en lycée général et technologique. Et donc l'idée, c'était de travailler sur des situations dites complexes à partir d'un groupe de suivi des élèves en difficulté, comme il en existe dans tous les collèges, et de 20 situations repérées, puis 10, puis 4 pour des raisons de finances et pour des raisons d'organisation, on a souhaité aller très loin en mettant en place le modèle de la clinique de concertation, qui est un modèle inventé par le psychiatre belge Jean-Marie Lemaire, qui est l'inventeur de ce concept. En quelques mots, c'est un concept qui permet, dans un lieu unique, de réunir, mais qui n'est pas uniforme, des parents, des professionnels, et de trouver le point d'équilibre pour non pas rechercher les dysfonctionnements, mais essayer de comprendre pourquoi les responsabilités partagées méritent d'être questionnées ensemble. L'enfant et les enfants étant présents, ils assistent au débat contradictoire entre les professionnels et les familles. Alors je vais très vite, ça paraît comme ça rapide, mais c'est très complexe à mettre en place, et ça suppose aussi une méthodologie qui est organisée autour d'un pilotage. Et les effets que ça a produit dans l'établissement que j'ai piloté pendant 9 ans, c'est que les commissions éducatives ont été co-construites systématiquement avec les parents, que l'invitation a été signée avec les parents. On n'avait pas du tout d'a priori, après quelques années d'expérience, sur l'idée qu'on se faisait de l'ouverture aux parents et de la capacité qu'on aurait, sur les situations dites complexes, encore une fois, de pouvoir travailler et instaurer les lieux de confiance. Voilà. Donc c'est à la croisée entre la sociologie, la psychologie, et puis surtout l'idée de travailler en profondeur, ce qu'on a du mal à faire et ce qu'on n'a pas de temps finalement pour travailler sur ces situations, et de voir comment on faisait travailler autrement dans l'établissement. Le reste, c'est dans le bouquin, mais c'est aussi sur le site écoleetfamilles.fr. Donc effectivement, là, on a accès à une expérience qui est quand même très complexe, avec un haut niveau à la fois de réflexion théorique et d'outillage. Personnellement, pour connaître un petit peu ce travail, je pense qu'on peut aussi s'en inspirer avec déjà une éthique de la relation et déjà considérer le parent comme un interlocuteur valable qui a quelque chose à nous apporter et qui peut donner réellement son avis dans les situations effectivement de conseil de discipline, d'équipe éducative, etc. C'est un gros chantier. Merci beaucoup de votre présence. Merci pour tous ces échanges. Je pense qu'il était assez représentatif aussi de ce qu'il y a dans cet ouvrage et des différentes approches possibles. Un petit mot de conclusion, Catherine. Le travail de Chloé, donc qui nous a parlé de son travail. D'autres chercheurs ont également contribué à l'ouvrage. Donc Filippo Pirone qui a parlé d'une étude au sujet des effets sur la relation école-famille du confinement. On en a parlé un petit peu en introduction. Frédéric Jésus qui est là, qui a également contribué pour la première partie avec ses éclairages. Et puis Xavier Conus, qui est un chercheur suisse, qui lui a lu l'ensemble de l'ouvrage, qui a fait une postface finalement, donnant son éclairage, son regard sur l'ensemble des dispositifs. Donc c'est vraiment un aller-retour entre la question de la théorisation, on va dire, et des pratiques de terrain, qui est l'esprit de cet ouvrage. Merci beaucoup Catherine, et merci à vous tous et toutes.